Qui vont intervenir. Donc, extrême gauche, Christophe Delcourt, membre du bureau de l'Union fédérale des syndicats de l'État, CGT bien sûr. Nerys Tivara, secrétaire général de la Fédération CGT Santé Action Sociale. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Et moi-même, Baptiste Talbot, secrétaire général de la Fédération CGT des services publics. Nous allons, dans un contexte assez lourd, vous présenter ce matin le projet de la CGT pour la fonction publique. Je vais revenir en quelques mots sur le contexte général. Christophe interviendra ensuite pour vous présenter rapidement le projet de la CGT pour la fonction publique. Philippe ensuite interviendra et puis ce sera ensuite Nerys Tivara qui vous donnera un éclairage particulier sur le secteur de l'hôpital et des EHPAD. Donc quelques mots pour vous dire au lendemain du rendez-vous salarial l'appréciation que porte la CGT sur le contexte général et puis notamment sur ce qui a été annoncé hier. Donc bien évidemment, j'espère ne surprendre personne en disant que nous sortons assez en colère du rendez-vous d'hier. L'ensemble des syndicats, je veux insister là-dessus, ont donc porté la revendication centrale et l'attente des personnels de la fonction publique, en particulier sur la question de la valeur du point d'indice. Donc le gouvernement nous a confirmé hier que nous allons vers une année supplémentaire de gel sur l'année 2019. Le gouvernement par ailleurs a présenté un certain nombre de mesures, notamment sur le compte épargne-temps, sur la reconduction du dispositif de garantie individuelle du pouvoir d'achat. Quelques mesures que la CGT a qualifiées de périphériques, donc certes, ces mesures vont s'appliquer et permettre aux agents de limiter la casse sur la question de la dette du pouvoir d'achat. Il n'en reste pas moins que ces mesures vont concerner une minorité des personnels et que le véritable moyen de garantir le pouvoir d'achat des personnels, qui est donc le maintien de la valeur du point d'indice et son indexation par rapport à l'inflation, est donc écarté. Ce qui a donc conduit la CGT hier à affirmer dans son communiqué que le gouvernement vient de programmer une nouvelle baisse du pouvoir d'achat des plus de 5 millions d'agents de la fonction publique. Je veux rappeler ici à titre d'exemple concernant la JPA. En 2015, la JPA a été appliquée pour 60 000 agents de l'État. Sur la même année, ce sont plus de 30% des personnels de la fonction publique de l'État qui ont vu leur salaire net moyen évoluer moins vite que l'inflation. Effectivement, la JPA permet de corriger un certain nombre de situations, mais la JPA n'est absolument pas un mécanisme qui permet de garantir le pouvoir d'achat des personnels. Et donc, maintenant, nous persistons, nous signons et nous allons continuer à travailler dans ce sens-là. C'est bien par l'évolution de la valeur du point d'indice que nous sommes en capacité de répondre réellement à la problématique du pouvoir d'achat dans la fonction publique. Je veux aussi dire que le gouvernement se livre à une opération de communication qui est quand même assez particulière sur la question de l'application du dispositif PPCR au 1er janvier 2019, puisque M. Dussopt a voulu nous faire croire hier qu'il nous faisait une fleur en nous confirmant que le gouvernement allait donc appliquer pleinement ce dispositif au 1er janvier 2019. Je veux donc rappeler ici que cette information n'a rien de nouveau, puisqu'elle nous avait déjà été formulée par M. Darmanin au mois d'octobre de l'année dernière. Donc le gouvernement essaie de nous vendre, de survaloriser une mesure qui était déjà d'actualité l'année dernière. Je rappelle par ailleurs quand même que le PPCR remonte déjà à plusieurs années, que c'est donc un dispositif qui avait été acté sous le précédent gouvernement et que d'ailleurs ce dispositif est intervenu après 6 années consécutives de gel de la valeur du point d'indice. Voilà, tout ça pour dire que, bien entendu, il faut revaloriser les carrières de la fonction publique qui en ont bien besoin, mais ça c'est aussi un enjeu d'attractivité de la fonction publique et quelque part on considère qu'il est tout à fait normal de revaloriser les carrières. Encore une fois, tout ça ne répond absolument pas à l'enjeu majeur de l'évolution du pouvoir d'achat de la fonction publique dans un contexte, je veux souligner, qui est marqué par des prévisions d'inflation qui vont aller sur 2018-2019, a priori au-delà de 2%. Donc, je le redis une dernière fois, le gouvernement a bien programmé hier avec ses annonces une nouvelle baisse du pouvoir d'achat des fonctionnaires et agents publics. Par ailleurs, donc bien évidemment, le contexte est marqué par le rapport fantôme Action publique 2022, rapport fantôme puisque donc on sait maintenant qu'il a été remis a priori au Premier ministre le 17 juin si j'ai bonne mémoire, mais donc à part le Premier ministre et les auteurs du rapport, personne ne sait donc ce que contient ce rapport. C'est quand même un processus d'un point de vue démocratique qui est assez particulier, puisque le gouvernement, donc, semble-t-il, va faire de nouvelles annonces fin juin, début juillet à partir de ce rapport, mais donc rapport dont personne
n'a connaissance en termes de contenu. Je veux redire aussi que le processus d'élaboration de ce rapport a été assez particulier. S'agissant par exemple de la CGT, on nous a proposé 1 heure d'audition pour faire entendre le point de vue de la CGT sur l'ensemble des missions publiques, sujet tellement vaste qu'il nous a semblé inenvisageable de participer à ce qu'on considérait comme une mascarade de dialogue en participant à une audition d'1 heure. Donc la CGT a fait le choix, symbolique, mais c'est aussi évidemment une position politique forte, de ne pas participer à cette audition. Donc nous sommes en attente de ce qu'il y aura de manière plus précise en termes d'annonce du gouvernement sur l'évolution des missions publiques. Après, voilà, tout le monde a bien en tête que d'ores et déjà un certain nombre d'axes forts sont dans le paysage, donc une réduction conséquente du périmètre de l'action publique. Je rappelle que la lettre de mission du Premier ministre du mois de septembre dernier prévoit en particulier des privatisations, des transferts de missions d'un périmètre à l'autre de la fonction publique, mais aussi l'hypothèse d'abandon pur et simple d'un certain nombre de missions publiques. Donc évidemment, nous attendons de voir ce que seront ces annonces. Le gouvernement préconise aussi un recours accru aux nouvelles technologies d'information et de communication. Je crois d'ailleurs qu'il y a une conférence de presse demain à ce sujet organisée par Jawad Majoubi et Gérald Darmanin. L'idée visiblement est de développer l'ensemble des processus de dématérialisation de l'action publique, ce qui va signifier in fine de manière évidente une réduction des implantations, une réduction de l'accueil physique. Ce que nous disons nous, c'est que ça va encore très certainement aggraver la fracture territoriale et les possibilités d'accès aux services publics dans un certain nombre de territoires en difficulté. Tout ça enfin bien sûr se fait sous l'aune de la volonté du gouvernement de baisser la dépense publique de manière drastique. Je rappelle donc 60 milliards de baisse de la dépense publique programmée sur le quinquennat, donc à peu près une réduction de l'ordre de 3% de la part de la dépense publique dans le produit intérieur brut, donc des coupes extrêmement fortes qui nécessairement vont handicaper la capacité de réponse du service public aux besoins de la population. Dernier élément de contexte, et ensuite je vais laisser la parole à mes camarades. Bien évidemment, tout le chantier dit nouveau contrat social discuté entre le gouvernement et les organisations syndicales, autour donc de 4 chantiers principaux: dialogue social, développement du recours au non-titulariat, rémunération au mérite et procédure d'accompagnement de la mobilité, c'est-à-dire en fait l'accompagnement du plan de départ volontaire, donc dans le cadre du projet de suppression de 120 000 emplois publics sur le quinquennat, donc 50 000 à l'État, 70 000 dans la territoriale. Je pense que l'INRS soulignera aussi que, compte tenu des arbitrages budgétaires dans le secteur de la santé, il faut aussi s'attendre à des suppressions d'emplois dans le secteur hospitalier, quoi qu'en dise le gouvernement. Je veux souligner ici que grosso modo ce qui se déroule au travers de ces 4 chantiers, c'est d'abord une réduction drastique des moyens d'intervention des personnels, avec notamment tout le processus de remise en cause du rôle des organismes paritaires CT, CAP et CHSCT. On s'achemine vers une réduction drastique du nombre d'élus du personnel, réduction aussi des droits syndicaux. Donc ce que nous disons aujourd'hui, c'est que comme le gouvernement et d'ailleurs le gouvernement précédent l'avait fait dans le secteur privé, on est en train de travailler à museler les agents de la fonction publique et à les priver des moyens qu'ils ont d'intervenir sur leur devenir et sur l'organisation des services publics. L'autre volet important, bien évidemment, c'est une remise en cause d'un certain nombre de principes statutaires, avec notamment l'idée qu'il faille développer de manière forte et importante le recours au non-titulariat. Nous redisons ici que s'il n'y a pas des agents avec de fortes protections statutaires, c'est un réel danger pour le service public, pour les agents publics et donc pour les usagers. Donc voilà. Enfin, dernière chose sur la méthode. L'ensemble des syndicats s'accordent à dire aujourd'hui qu'il y a vraiment un problème démocratique dans la fonction publique, c'est-à-dire qu'on a des discussions unilatérales, c'est même plus dialogue de sourds, les mots nous manquent pour qualifier la manière dont se déroulent les discussions dans la fonction publique. Le gouvernement a encore la politesse d'entendre ce que nous pouvons avoir à dire, mais il ne tient, je vais dire quasiment, il ne tient en fait aucun compte des propositions apportées par l'ensemble des syndicats. Donc ça c'est évidemment un problème pour la CGT, mais je veux le dire ici, c'est un problème pour l'ensemble des syndicats qui n'ont de cesse de rappeler qu'il y a vraiment maintenant un problème de démocratie dans la manière dont se mènent les discussions sociales dans la fonction publique. Voilà, je m'en arrête là pour le contexte général et je laisse la parole à Christophe. Oui, bonjour à toutes et à tous. S'agissant donc du chantier Action publique 2022, nous tenons tout d'abord à attirer votre attention sur le fait que nous sommes confrontés à un véritable problème démocratique.
depuis longtemps, la CGT demande au pouvoir public qu'un bilan contradictoire soit dressé avec les organisations syndicales, mais pas seulement, s'agissant des effets produits par un certain nombre de réformes. Décentralisation, sous le quinquennat donc, de Nicolas Sarkozy, la révision générale des politiques publiques, sous le quinquennat de François Hollande, la modernisation de l'action publique, c'est l'exercice confisqué. La CGT pense que c'est un exercice nécessaire avant d'envisager ou non de nouvelles évolutions. Là, ce qui se produit avec l'actuel gouvernement, c'est qu'il refuse, même si France Stratégie a été saisie d'une mission, de procéder réellement à un bilan contradictoire, et il refuse toute discussion avec les organisations syndicales sur un certain nombre d'évolutions auxquelles il faudrait procéder. Dans le même temps, disons-le clairement, la CGT en a assez d'entendre les pouvoirs publics prétendre que notre organisation, mais probablement d'autres, in fine, serait sans revendication, sans proposition alternative. C'est ce qui nous a motivés dans l'élaboration donc du document qui vous a été remis. Écrivons noir sur blanc notre analyse des objectifs poursuivis, la critique que nous en faisons et les revendications et les propositions alternatives que nous portons. Aujourd'hui, pour nous, c'est une première initiative que de vous présenter ce travail. Nous entendons donc mener campagne avec la Confédération et toutes les organisations de la CGT sur nos analyses, nos revendications et nos propositions donc alternatives. Comme l'a indiqué Baptiste, in fine, on est confronté à un véritable choix de société. Est-ce qu'aujourd'hui, la société française, comme les pouvoirs publics le prétendent, a besoin d'une action publique extrêmement restreinte, d'où un certain nombre de propositions qui devraient être faites, privatisation, abandon, transfert de missions, délégation de services publics, donc un affaissement du périmètre de l'action publique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce sur quoi ils travaillent ? J'y reviendrai. Une attaque donc frontale contre le statut général des fonctionnaires. Et nous faisons le lien avec ce qui s'est déroulé s'agissant donc de la réforme du Code du travail, ce qui est en train de se dérouler avec l'enjeu de l'avenir donc du statut des cheminots. Donc on voit bien que l'attaque contre le statut général des fonctionnaires s'inscrit dans un projet global poursuivi par les pouvoirs publics de remise en cause de toute une série de protections, mais aussi de droits. Je reviendrai sur la question donc des droits. Et enfin, fondamentalement, est-ce qu'aujourd'hui, la société française a besoin de poursuivre la cure d'austérité mise en œuvre, là aussi, depuis plusieurs gouvernements? Pour ce qui nous concerne, nous, la CGT, nous avons une approche radicalement différente. Nous pensons aujourd'hui, Mireille interviendra par exemple sur la question de l'hôpital, sur la question des EHPAD, mais on pourrait prendre d'autres exemples, que les défis posés à notre société, elles doivent justement amener des réponses allant vers plus de politique publique, mieux de politique publique. Il y a la question de la satisfaction des besoins, de la satisfaction des droits fondamentaux, y compris dans une société où
il y a de fortes évolutions s'agissant de ce qu'est notre population. Je pense par exemple au phénomène du vieillissement de la population. 2, nous pensons à un moment où se confirme le maintien, voire même l'aggravation de la crise frappant l'industrie, activité industrielle, emploi industriel, que les politiques publiques ont un rôle à jouer, produisant des effets positifs sur la nécessaire reconquête des activités et de l'emploi industriel. 2, nous pensons aujourd'hui qu'il faut démocratiser radicalement la fonction publique. Il y a au moins 3 aspects de notre point de vue sur lesquels nous sommes donc force de proposition. 1, contrairement à ce que prétendent les pouvoirs publics, il n'y a pas de débat citoyen sur l'appréciation des politiques publiques et des services publics. C'est extrêmement dommage puisque de sondage en sondage, nous constatons que les citoyennes et les citoyens, les usagères et les usagers réaffirment leur attachement aux politiques publiques, aux services publics. De ce point de vue, nous faisons une proposition consistant à dire que dans les territoires, il faut mettre en place des conférences territoriales permettant aux citoyennes et aux citoyens, aux usagères, aux usagers, aux élus, à celles et ceux qui tous les jours mettent en œuvre le service public, de pouvoir débattre ensemble de l'appréciation portée sur l'efficacité des politiques publiques et des propositions qu'il conviendrait de retenir pour un certain nombre de l'évolution. 2, Baptiste l'a abordé, donc je vais aller extrêmement vite. Ce qui est en train d'être préparé par les pouvoirs publics, c'est le refus de tout processus de négociation avec les organisations syndicales sur, j'ai envie de dire, tout ce qui concerne la fonction publique. Non seulement ils ne veulent pas discuter de la question des missions, mais ils ne veulent pas plus, je vais aller très vite, discuter des rémunérations, de la question donc du statut général des fonctionnaires, etc. etc. C'est l'exercice confisqué. Nous tenons à rappeler aujourd'hui que la CGT était signataire des fameux accords de Bercy et qu'elle était dans la logique, oui, il faut des processus de négociation et oui, la CGT est prête à signer des accords à la condition que ces accords soient des accords majoritaires. Nous tenons à le redire aujourd'hui. 3, nous pensons qu'il faut travailler à un droit nouveau pour les personnels, s'agissant de leur possibilité d'intervenir sur la manière dont le travail est mis en œuvre. 3, sur la question du statut général des fonctionnaires. J'espère que la CGT ne vous surprendra pas en disant que pour elle, avant tout, c'est une garantie pour les citoyennes et les citoyens. 3 principes ont été fondateurs du statut général des fonctionnaires. Le principe d'indépendance, le principe donc de responsabilité et le principe d'égalité. Nous pensons que ça reste un enjeu clé pour la société française. Je vais me permettre juste de vous dire que pour ce qui me concerne, je suis un agent de l'État, je suis un agent de la Direction générale des finances publiques, je suis donc censé, par exemple, faire du contrôle fiscal. C'est parce qu'il existe le statut général des fonctionnaires que si je subis une pression, de quelque nature qu'elle soit, patronale, politique, que sais-je, c'est parce que le statut général des fonctionnaires est fondé sur le principe d'indépendance que je vais résister, si vous me permettez l'expression, à une pression patronale, à une pression politique, et je vais même aller plus loin, à un moment donné où on a vu dans un certain nombre de collectivités territoriales, Baptiste en parlerait mieux que moi, un certain type d'élus arriver au pouvoir. Je vous rappelle qu'avec le statut général des fonctionnaires, nous pouvons y compris refuser un ordre illégal. Et donc pour nous, c'est un enjeu extrêmement important
que le maintien et le renforcement du statut général des fonctionnaires, sans oublier les non-titulaires. Baptiste a dit, le camp d'en face, si vous me permettez l'expression, veut recourir encore plus aux agents contractuels. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, sur à peu près 5,3 millions d'agents dans la fonction publique, il y a à peu près 1 million de non-contractuels. Donc pour nous, l'actualité, ça n'est pas de recourir plus à des agents non contractuels. L'actualité, c'est un plan de titularisation. Le rappel de notre attachement, c'est un principe républicain très important sur le fait que pour exercer un emploi permanent dans la fonction publique, eh bien, il faut passer un concours. Ça me paraît être extrêmement important de faire ce rappel, et c'est à titre exceptionnel qu'on a recours donc à des personnels donc non titulaires. Troisième élément, Baptiste l'a dit, c'est la pensée unique, il n'y aurait donc pas d'alternative. Nous serions condamnés à 60 milliards d'euros donc d'économies sur la durée du quinquennat. Apparemment, ça pourrait même aller plus loin, puisque maintenant, on passerait éventuellement de 3 à 4%, s'agissant donc de la diminution de la dépense publique dans le PIB. Dans le même temps, je vous fais observer que ce sont 40 milliards de baisse de prélèvements, et qu'on voit bien aujourd'hui à qui profite la baisse des impôts. Réforme de l'impôt sur la fortune, je vais peut-être m'arrêter là. Pour nous, effectivement, Emmanuel Macron est bel et bien le président des riches. Eh bien nous, la CGT, nous prétendons qu'il y a d'autres choix possibles. Et qu'il est possible de financer l'action publique. C'est pour cela qu'on se prononce, je ne vais pas avoir le temps d'entrer dans le détail, pour une réforme fiscale fondée sur le principe de la progressivité, sur la création d'un pôle financier public, parce que pour nous, contrairement au discours qu'on nous tient régulièrement, l'endettement public reste quelque chose de nécessaire. Je rappelle d'ailleurs qu'aujourd'hui, les 3/4 de l'investissement public sont réalisés par les collectivités territoriales, avec des impacts extrêmement importants s'agissant du développement économique. Voilà. Et qu'on est en train de nous expliquer, il faut contractualiser, étrangler toujours plus les collectivités territoriales, supprimer la taxe d'habitation. Nous pensons, nous, qu'il y a d'autres choix possibles. Et je vais terminer sur 2 chiffres. Excusez-moi de vous rappeler, j'avais dit que je ne le ferai pas pour une deuxième fois, le fait que je suis un agent des finances publiques. Je rappelle que la fraude fiscale à minima, ce sont 60 milliards d'euros aujourd'hui qui échappent aux recettes. Et je rappelle par ailleurs, alors que le taux de chômage reste extrêmement important, que la précarité de l'emploi reste extrêmement importante, que vous connaissez comme moi la réalité du taux de pauvreté dans une société comme la nôtre, nous rappelons que les exonérations et allègements de cotisations sociales, plus les niches fiscales, au bas mot, à minima 150 milliards d'euros. Donc la CGT, ce qu'elle prétend aujourd'hui, et elle peut le démontrer, c'est qu'on a organisé volontairement une crise des finances publiques et qu'on se sert aujourd'hui de cette crise des finances publiques pour essayer de convaincre qu'il faut mettre par terre l'action publique. Nous prétendons qu'il y a donc d'autres choix possibles. Je m'arrêterai en vous disant, mais Baptiste l'a abordé, qu'on peut y compris faire la démonstration que quand la CGT, elle revendique une mesure immédiate pour améliorer les conditions de vie au et hors travail des personnels, s'agissant de la valeur du point d'indice, je vous invite à essayer de faire quelques calculs. 2% d'augmentation donc de la valeur du point, ça se finance aisément si on a un autre choix que celui qui a été fait, s'agissant par exemple de la réforme de l'impôt sur la fortune. Je vous remercie. Comme l'a dit Christophe, la fonction publique aussi, c'est l'amortisseur social dont nous avons besoin dans une société qui est en crise et qui est quand même aujourd'hui
avec un taux de chômage de plus en plus important. Mais la fonction publique, c'est aussi l'idée d'une prise en charge de proximité accessible pour les citoyens, de qualité et gratuite. Et ça, c'est aussi des notions fortes que nous défendons à la CGT. Il faut qu'aujourd'hui, tout citoyen puisse avoir accès à ces services publics dans la proximité, mais aussi dans une prise en charge qui doit être gratuite. Et c'est pour ça que nous sommes attachés, et notamment dans la santé, à ces questions-là. Sur l'hôpital public, qui aujourd'hui, vous savez toutes et tous, que l'hôpital public fait face vraiment à des grandes difficultés, puisqu'il y a des multiplications de luttes et des salariés qui défendent notamment leurs conditions de travail, mais derrière leurs conditions de travail aussi la prise en charge des usagers. Et il n'y a pas un jour en France où il n'y a pas un établissement de la santé ou de l'action sociale qui est en lutte pour défendre leurs conditions de travail, mais aussi pour dénoncer aujourd'hui la prise en charge des usagers qui fait de plus en plus défaut, et notamment aussi sur des problèmes de déontologie. Sur l'hôpital public, la CGT revendique 200 000 emplois, et comme l'a dit Baptiste tout à l'heure, même si on a une ministre de la Santé qui n'arrête pas de dire que l'hospitalière ne sera pas soumise à des suppressions d'emplois, en tout cas il est déjà à noter que vu l'activité dans ce domaine qui progresse d'année en année, et notamment dans l'anticipation aussi de prendre en charge la population qui est vieillissante, avec aussi des usagers qui arrivent de plus en plus à l'hôpital ou dans les services annexes avec des pathologies plus lourdes, parce que derrière, parfois, la difficulté d'accès aujourd'hui avec les recoupements hospitaliers qui ont été faits et les politiques antérieures d'austérité dans ce secteur budgétaire des hôpitaux ont entraîné quand même des conséquences, et beaucoup d'études le démontrent, que les usagers maintenant, pour se rendre à l'hôpital, mettent beaucoup de temps avant de s'y rendre, pour des raisons aussi simplement de difficultés financières pour pouvoir accéder aux soins. Donc tout ça, c'est des situations qui aujourd'hui révoltent les professionnels qui agissent sur le terrain, qui dénoncent les conditions, mais aussi qui s'inquiètent vraiment de la prise en charge. Non seulement il faut créer 200 000 emplois, mais quand on dit 200 000 emplois, l'hôpital n'est pas que des soignants, il est composé de plusieurs filières, de plus de 120 métiers, et ça veut dire qu'il faut regarder ces emplois sur le prisme de tous les secteurs de l'hôpital, qui passent par la filière soignante, mais par la filière administrative, par la filière ouvrière, puisque de plus en plus l'hôpital public a fait le choix d'externaliser de plus en plus de services, ce qui n'est pas sans problème, puisque nous remarquons que souvent, quand ces services sont externalisés, au bout du compte, ils reviennent plus cher à l'hôpital public, et on est en face de professionnels qui ne sont pas forcément formés parfois pour rendre ces services-là. Au-delà de l'emploi, il y a aussi la nécessité vitale de reconnaître leurs qualifications, et je ferai un parallèle avec notre secteur qui est un secteur hautement féminisé, qui est mal considéré, puisque nous avons des métiers à prédominance féminine qui, pour le même niveau de qualification dans d'autres secteurs qui sont hautement masculisés, sont beaucoup mieux rémunérés. C'est quelque chose qu'on constate, qu'on n'arrête pas de dire. Et d'ailleurs, hier, dans l'entretien qu'on a eu encore dans le rendez-vous salarial, nous avons demandé au gouvernement qu'attend ce gouvernement pour enfin prendre cette question à bras-le-corps dans tous les secteurs de la fonction publique. Et je dirais que dans le secteur de la santé, c'est encore un problème encore plus prégnant, puisque nous sommes encore plus mal considérés que les autres versants de la fonction publique. Au-delà de ça, derrière la question de l'hôpital public, c'est son financement qui est important. Et là, nous sommes en pleine discussion et futur arbitrage sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2019. Nous savons aussi que la question de la fonction publique va être traitée de manière un peu spécifique, puisque Baptiste l'a dit dans le rendez-vous salarial qui a eu lieu hier, des dispositions ont été prises pour l'État et la territoriale. On a mis de côté l'hospitalière, justifiant, je donne l'argument du gouvernement en disant qu'ils attendent que le président et la ministre s'expriment sur ce sujet. En tout cas, il est certain que dans notre secteur, nous ne nous contenterons pas d'annonces qui ont été faites, et d'intention,
parce que ce secteur va tellement mal qu'il faut vraiment prendre en compte les mesures à la hauteur des besoins. Et ça veut dire un projet de loi de financement de la sécurité sociale doit revisiter complètement son Ondam, puisque le président de la République avait dans son projet, d'ailleurs il a annoncé à plusieurs reprises que l'Ondam serait sanctuarisé à 2,3%. C'est inacceptable, ça ne pourra pas être de ce genre de proposition qu'on pourra entendre dans les prochaines semaines. Et surtout en lien avec la question et le mouvement des EHPAD, puisque vous savez tous que ce mouvement a mobilisé énormément de personnel. Ça a permis au moins de mettre le débat sur la dépendance et l'autonomie, enfin le financement de l'autonomie et du vieillissement dans cette société sur la table. Sujet que le président n'avait pas anticipé, et ni la ministre. Et nous attendons aussi, et là, des réponses assez fortes, parce qu'actuellement, on n'arrête pas de nous dire que la problématique est surtout située sur la difficulté de recruter du personnel, mais faut-il encore avoir le financement pour pouvoir les recruter? Aujourd'hui, la France, qui est un des pays le moins bien doté en personnel, et notamment dans ces structures-là, puisque nous sommes à 0,6 personnel par résident, dont 0,24 soignants, alors qu'en les autres pays, nous sommes à une moyenne de 1 soignant par résident. Voilà. Donc ça, c'est des questions qui, pour nous, aujourd'hui, dans la période, sont importantes. Nous avons besoin des semaines qui viennent, des réponses concrètes avec des annonces fortes. Sinon, dans notre secteur, nous allons continuer à mobiliser, d'autant plus que la période d'été arrive. C'est une période charnière où le manque de professionnels va se faire ressentir. Nous demandons chaque année que dans les établissements, nous puissions remplacer les personnels qui sont en congé. Ce n'est pas possible et nous avons les mêmes difficultés que dans les autres secteurs, dans les autres versants. Une progression notoire des contractuels, c'est qu'il n'est pas sans poser de problème, puisque nous sommes face à des professionnels ou parfois des intérimaires qui ne connaissent pas forcément totalement leur champ d'action quand ils arrivent comme ça dans nos établissements. Voilà, donc l'important pour nous dans notre secteur, c'est les annonces qui vont être faites les prochaines semaines avec une grande attention des agents et avec une détermination à peser les prochaines semaines sur le financement des hôpitaux et avec déjà des salariés qui sont mobilisés pour pouvoir dire à la ministre ce qu'ils ont à dire si jamais ils n'entendent pas les annonces qu'ils attendent. Bon, ben, comme mes petits camarades ont dit beaucoup de choses, je vais juste me limiter à quelques mots parce que je suis sûr que vous avez plein de questions à leur poser. La première chose, c'est, moi je veux insister sur la conception du gouvernement du dialogue social. Mais vous l'avez noté, comme à chaque fois, nous sommes confrontés à un gouvernement qui veut cantonner l'intervention des syndicats à des amendements à la marge de textes qu'ils ont écrits. Donc, on l'a vu hier, on le revoit dans de nombreux domaines. Évidemment, c'est une conception du dialogue social. Je dirais que c'est même plus un syndicalisme d'accompagnement qu'ils souhaitent, c'est un syndicalisme de promotion de leur politique. Face à cela, nous avons, vous le notez aussi, nous revendiquons le fait que la CGT est le syndicat en France qui fait le plus de propositions. Je ne vais pas toutes vous les rappeler, mais nous avons fait des propositions en matière industrielle. Et d'ailleurs, nous portons plusieurs projets de ce point de vue-là au niveau du Conseil national de l'industrie. Nous avons été les seuls à porter un projet au niveau de la SNCF. Nous venons de lancer une campagne plus large sur les services publics avec des propositions concrètes. Il y a des propositions dans le domaine de l'énergie, de l'eau, dans des entreprises comme Aéroport de Paris. Donc la CGT est le syndicat en France qui fait le plus de propositions. Évidemment, on se confronte toujours à cette idée que de la conception du syndicalisme et du dialogue social, c'est-à-dire est-ce qu'on amende à la marge des projets du gouvernement ou est-ce qu'on porte des véritables propositions. Je crois que c'est tout l'enjeu du débat d'aujourd'hui. Deux dernières choses, c'est la CGT, parce que on parle beaucoup de démocratie en ce moment, et le respect
des lois ou de votes au Parlement, la CGT porte à chaque fois la question de la démocratie. Démocratie pour les citoyens et les usagers, démocratie aussi en interne, c'est-à-dire la parole des salariés ou des agents quand il s'agit de la fonction publique. Et ça, c'est une question essentielle, parce que depuis trop longtemps, usagers comme citoyens sont écartés de toutes les décisions qui sont prises, et les salariés encore plus. Donc c'est autour de ces deux questions que je souhaitais intervenir, en rappelant que pour nous, effectivement, la question des droits collectifs, elle est essentielle, que ça s'appelle Code du travail, convention collective ou statut, c'est essentiel. Évidemment, en ce qui concerne le statut de la fonction publique, il ne s'agit pas d'opposer les salariés du privé et du public entre eux. Tous travaillent bien quand on leur donne les moyens de bien travailler. La seule différence, c'est que dans le statut de la fonction publique, c'est le citoyen qui est au cœur des préoccupations des agents. Malheureusement, la finalité d'une entreprise privée, c'est l'actionnaire. Et donc, c'est la grande différence, et c'est ce qui fait que nous sommes attachés au statut de la fonction publique. Voilà, je ne dirai pas plus, je vous laisse poser les questions à mes petits camarades. Oui. Bonjour, c'est Cécile Crozal de Figaro, j'ai plusieurs questions. Est-ce que vous êtes... Pardon, j'ai prendre une question. Ouais, j'ai plusieurs questions. Oui. Est-ce que vous allez continuer à participer aux concertations qui ont lieu sur les chantiers de réforme de la fonction publique, sur la mobilité, rémunération nette, etc., vu la façon dont ça se passe? Et ensuite, deuxième question, c'est plutôt sur la santé. Est-ce que des négociations ont été entamées? Quand est-ce que ça va être entamé sur, parce qu'effectivement ça a été mis à part, la question du rendez-vous salarial pour l'hospitalière. Est-ce que vous avez des dates de négociation, de discussion, des choses qui commencent à se dessiner dans ce champ-là? Et troisième question, c'est sur la journée du 28 juin. J'ai compris que c'était une journée un peu marqueur, c'est ça? L'idée, c'est pas d'avoir un mouvement massif, c'est de cranter un petit peu avant la rentrée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça, nous détailler un peu ça? Partager les réponses. 1, 2. Bon, sur le premier point, on a à certaines étapes du processus de discussion marqué le coup. Ça a encore été le cas vendredi dernier lors de la réunion sur les CT, CHSCT. Je veux quand même dire par rapport à ça que donc, le gouvernement est arrivé avec une feuille de route fusion des CT et des CHSCT. Donc ça en clair, ça veut surtout dire suppression des CHSCT en tant que tel. Donc il n'y aurait plus, si les choses vont à leur terme, d'instances dédiées aux questions santé et conditions de travail dans la fonction publique. Donc ça s'est produit dans le secteur privé suite aux ordonnances. Donc on a demandé à ce que si discussion il devait y avoir, il y ait au moins un scénario alternatif, c'est-à-dire un scénario qui puisse imaginer de quelle manière éventuellement pourraient évoluer les organismes existants et qu'en tout cas on n'aille pas nécessairement vers une suppression pure et simple du CHSCT, parce que quand on dit qu'on fusionne les deux, ça veut quand même dire que ce sont les mêmes qui vont tout faire. Et qu'a priori, en plus, on va réduire le périmètre, le nombre des élus. Donc voilà, les élus du personnel vont se retrouver dans une situation extrêmement difficile à devoir gérer l'ensemble des questions, en étant donc moins nombreux pour le faire. Donc la semaine dernière, on a marqué le coup en quittant la séance quand il s'est avéré donc il n'y avait qu'un seul scénario sur la table, alors même que les représentants du ministère nous avaient dit au début du processus qu'il y aurait effectivement plusieurs scénarios, donc il y a une espèce de jeu du chat et de la souris. Donc pour répondre à votre question, la CGT là-dessus n'a pas de tabou. Après, la CGT elle souhaite poser sur les échéances, donc elle va continuer en particulier à travailler de manière unitaire si toutes les options sont possibles. C'est-à-dire que si on s'aperçoit que dans l'unité syndicale la plus large possible, nous sommes en capacité de tomber le masque et de mettre pleinement en lumière le fait qu'il n'y a en réalité pas de démocratie et pas de dialogue social avec ce gouvernement. Il n'y a pas de tabou sur le fait qu'éventuellement nous ne participerons pas à l'ensemble des processus sur les prochaines semaines et les prochains mois. Il reste pour la santé peut-être. Oui, pour la santé, non, il n'y a pas de réelle concertation. Philippe Martinez l'a dit.
On est face à un gouvernement qui s'écoute lui-même, qui nous impose des thématiques, et donc voilà, on se retrouve dans la situation où par exemple la ministre de la Santé, enfin des Solidarités et de la Santé, a reçu la CGT 9 mois après sa prise de fonction. Et ça a été pour les autres organisations syndicales aussi très difficile d'avoir des discussions avec les organisations syndicales représentantes du personnel. Elles voient tous les acteurs dans la santé, ça va des directeurs aux associations, voilà. Mais les fédérations représentantes du personnel et de toutes les organisations syndicales confondues, c'est très compliqué d'avoir des relations avec elles. On a, à travers le Conseil supérieur de la fonction publique, déjà émis plusieurs fois la demande que la ministre y assiste, ce qu'elle a fait une fois au début de sa mandature pour se présenter. C'est une instance quand même où on considère que c'est une instance qui discute de tous les textes qui vont être mis en place dans la fonction publique et décrets, mais aussi c'est une instance pour nous politique, et on a besoin d'avoir des réponses politiques. Pour l'instant, elle n'y siège pas, et voilà, c'est très compliqué d'avoir une ministre qui est là pour faire les campagnes extérieures, mais qui n'est pas vraiment disponible pour les représentants du personnel, et je vais plus loin, même pour les personnels dans les établissements, puisque récemment, elle s'est déplacée dans un établissement, j'étais d'ailleurs présente, les organisations syndicales de l'établissement ont voulu la rencontrer, elle l'a refusé. Donc elle se déplace dans les établissements et ne rencontre pas le personnel sur place. Donc voilà, vous voyez un peu la conception du dialogue social de la ministre. Alors, pour le 28 juin, pour ce qui concerne la CGT, je vais vous faire une formule que vous allez certainement comprendre. Pour nous, c'est le premier rendez-vous de la rentrée de septembre. Autour de questions qui touchent l'ensemble des salariés, publics, privés, questions de pouvoir d'achat, questions de la protection sociale, questions d'emploi. Mais c'est aussi cette date l'occasion d'avoir des débats avec les salariés. Et je pense qu'il va y avoir des comptes rendus du rendez-vous, le rendez-vous qu'on appelle salarial d'hier. Mais c'est aussi une journée une journée de grève pour les cheminots. Vous le savez certainement, dans l'énergie, il y a actuellement plus de 100 sites qui sont en grève, soit reconductibles, soit des grèves des arrêts de travail. C'est le cas chez Enedis, dans les barrages hydrauliques, sur les centrales nucléaires. Donc il y a des mouvements importants. Il y a évidemment ce qui se passe dans les autres, mais je ne vais pas tous vous les citer, dans la santé, etc. Donc le 28 juin, c'est pour nous le premier rendez-vous de la rentrée de septembre. Nous nous félicitons d'ailleurs que, à cette occasion, nous ayons pu travailler à un communiqué unitaire avec Force ouvrière, et nous allons travailler durant le mois de juillet à essayer de matérialiser avec la jeunesse et puis d'autres une plateforme plus précise des demandes au niveau interprofessionnel. Juste pour poursuivre, concrètement, il se passe quoi ce jour-là? Qu'est-ce qu'il y a comme action Le 28 Le 28. Écoutez, il y aura des grèves. Je n'ai pas la carte encore, mais je peux vous donner celle qui existe déjà dans l'énergie. Il y aura des rassemblements, des manifestations. C'est en discussion au niveau des territoires, de chaque territoire, et en fonction des mobilisations, des besoins de soutien dans des professions, dans les différentes professions. Vas-y. Oui, bonjour. L'Assemblée doit adopter, je crois que c'est aujourd'hui, le projet de loi liberté de choisir son avenir professionnel, dans lequel ont été introduites des dispositions relatives à la fonction publique, et notamment un élargissement du recours au contractuel, sujet qui est en principe dans les chantiers du dialogue social. Je trouve qu'on n'a pas énormément entendu les syndicats réagir à ça.
Alors la CGT a publié sur ce sujet un communiqué en date du 7 juin 2018 qui s'appelle « Le statut général doit garantir l'indépendance des fonctionnaires ». On s'est notamment appuyé sur un avis du Conseil d'État qui dit que, je le cite, donc l'avancement, en gros le Conseil d'État dit que cette disposition est problématique, et il a sorti ce commentaire: l'avancement de fonctionnaires au titre de certaines activités exercées dans le secteur privé apparaissant très problématique et contestable. Parce que ce que le gouvernement ne dit pas avec cette affaire, c'est qu'en fait ce sont essentiellement les hauts fonctionnaires qui vont bénéficier de ce dispositif. Donc c'est-à-dire qu'un haut fonctionnaire travaillant dans la fonction publique va pouvoir partir dans le privé, n'importe quoi, dans une banque par exemple, une société d'assurance. Il va continuer à dérouler sa carrière dans la fonction publique et ensuite il va pouvoir revenir dans la fonction publique éventuellement après ce passage en privé. Donc ça, voilà, ça pose quand même un sujet un peu important, ça accroît quand même un certain nombre de risques en termes d'éventuels conflits d'intérêts, parce qu'effectivement ça va favoriser le pantouflage existe déjà, ça va lui permettre de prendre une tournure exponentielle. Je voudrais rajouter à ça qu'il y a une disposition sous forme d'amendement gouvernemental qui a été discutée cette nuit au Parlement, visant à permettre, alors qu'aujourd'hui ces dispositions font l'objet de quotas, permettre à ce que les postes de direction dans l'ensemble de la fonction publique soient de manière quasiment libre occupés par des agents contractuels. Donc on voit bien que le gouvernement est en train de, c'est même plus du grignotage, est en train de sabrer de manière extrêmement rapide un certain nombre de dispositions statutaires qui, Christophe l'a rappelé tout à l'heure, ont été prises pour des raisons précises. On le dit à la CGT, elle est extrêmement inquiète du risque fort de développement de conflits d'intérêts et donc de développement de la corruption dans notre pays, alors que notre pays aujourd'hui est bien classé dans les classements internationaux relatifs à cette question. Mais bon, le gouvernement effectivement joue sa partition et continue de servir les intérêts de celles et ceux qui le servent aussi à travers sa politique fiscale, etc. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une volonté d'atténuer, voire de faire disparaître ce qui peut distinguer le secteur public du secteur privé, sauf que ça pose vraiment des problèmes de principes qui, de notre point de vue, sont même attentatoires à un certain nombre de principes fondamentaux de notre République. Regarde la dame qui lève la main avec des lunettes. Leïla de Comarmont, Les Échos. J'aurais une question sur la mobilisation des agents, parce qu'on ne peut pas dire que le 22 mai était une réussite. Vous étiez pourtant tous réunis pour appeler à manifester. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Est-ce que ça vous a affaibli de fait vis-à-vis du gouvernement? Donc, quelle est votre conclusion là-dessus? Ça, c'est le premier point. Dans votre projet, moi, je trouve qu'il y a un grand absent, c'est l'enjeu de la dématérialisation des services. Et quand vous en parlez, on ne voit pas bien en quoi ça peut être une opportunité. Donc, ça donne le sentiment que vous défendez les emplois avant tout. Et est-ce que dans la qualité du service aux usagers, vous avez imaginé de nouvelles fonctions ou de nouvelles missions Parce que c'est vrai que dire que tous les citoyens ne sont pas connectés, ça apparaît un peu court dans la mesure où ils sont de plus en plus nombreux à l'être et où ils le seront aussi demain. Ça, c'est les deux premières questions. Après, M. Martinez, j'aurais une question sur la loi Pacte, peut-être. Je crois que c'était pour moi, celle-là. Allez-y. Ah bon, ça peut être pour vous aussi. Merci. Avec plaisir. Sur la loi Pacte, il est prévu une augmentation du nombre d'administrateurs salariés. Qu'en pense la CGT ? Il y a 73 points dans la loi Pacte, donc il n'y a pas que celle-là. Mais les administrateurs salariés, on est pour, à condition, comme dans l'ensemble des instances, que leur voix soit prise en compte. Alors vous le savez très bien, elles sont à peine consultatives, ces voix, dans les conseils d'administration, comme c'est le cas aujourd'hui à la comité d'entreprise. Donc oui à un développement des représentants des salariés dans les conseils d'administration, à condition qu'ils puissent, premièrement, avoir une voix délibérative et avoir droit au chapitre sur tous les sujets. Alors vous savez, par exemple, au hasard, les comités concernant la rémunération des PDG sont interdits dans de nombreuses entreprises aux administrateurs salariés. Donc, c'est une partie de la loi Pacte et on est pour plus de démocratie. Sur la dématérialisation, alors, c'est une question passionnante. La CGT s'y intéresse
énormément. En ce qui concerne tous les emplois en général, vous savez que la CGT a réfléchi beaucoup sur le travail et son avenir, mais plus particulièrement dans la fonction publique et dans les services publics. Il y a besoin, premièrement, que le numérique, puisque c'est de ça qu'il s'agit, soit accessible à tous et disponible pour tous. Vous savez que certainement en France, malgré l'ouverture à la concurrence des télécoms depuis 30 ans, il existe encore des zones blanches, et donc on peut acheter un ordinateur dans certains pays de territoire français. Pour jouer aux jeux vidéo, ça marche, mais pour la connexion avec les services de l'État, c'est plus compliqué. Deuxièmement, il y a besoin, nous semble-t-il, que cet accès, cette dématérialisation ne soit pas le seul accès aux services publics. On doit pouvoir conjuguer et des services dématérialisés avec le contact avec des agents, alors qu'ils soient dans la fonction publique, d'État, dans la santé ou au niveau territorial. On pense que le lien social, c'est à reconquérir dans ce pays. Et encore de plus en plus, des citoyens qui ont besoin de renseignements, qui ont besoin de discuter, qui ont besoin, sont uniquement confrontés à des ordinateurs ou des bornes. Je pense au privé d'emploi, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu, sûrement vous l'avez vu, l'excellent film de Ken Loach qui s'appelle Moi, Danny Blake. C'est fort intéressant sur le besoin de conjuguer et numérique et lien social, mais c'est valable dans la santé, etc. Et puis ça doit profiter aux salariés. C'est pour ça qu'on propose de travailler moins, 32 heures par exemple, ou moins pour un certain nombre de salariés, parce que la problématique, et ça c'est pas lié uniquement à la dématérialisation, à chaque évolution technologique, on se rend compte qu'au lieu de profiter aux salariés, en général ça accroît le niveau de rentabilité, de productivité, que ce soit dans le privé ou dans le public, ça supprime des emplois, mais en termes de nouveaux droits pour les salariés, il n'y a rien, y compris en matière de qualification. Parce que ces nouvelles technologies devraient amener un plus en matière de paiement de qualification et du paiement de la qualification, en augmentant par exemple un certain nombre de postes de travail en termes de salaire. Et en général, ça se traduit uniquement par plus de boulot avec le même niveau de salaire. Donc ouais, c'est trois pistes sur lesquelles on travaille beaucoup et on fait des propositions très concrètes dans les entreprises, que ce soit dans le public ou dans le privé. Sur le premier point, on ne va pas se raconter d'histoire, on est lucide, le 22 mai n'a pas été du niveau que nous espérions. Contact. Cela dit, le 22 mai a quand même été d'un niveau significatif. Après, je veux insister quand même sur quelques éléments de contexte. Le premier, évidemment, c'est la posture extrêmement autoritaire du gouvernement qui pèse aussi dans les esprits et effectivement peut décourager un certain nombre d'agents de s'investir dans la lutte parce qu'ils pensent que, non pas que les revendications soient justes, mais qu'il n'y a, par une expression, rien à tirer à ce gouvernement qui, de toute façon, ne déviera pas de sa ligne. Ça, c'est la première chose, c'est une réalité objective. La deuxième, dire quand même qu'on a assisté à quelques phénomènes inquiétants et parfois étonnants de violence dans les manifestations qui aussi peuvent conduire un certain nombre d'agents éventuellement à être réticents à aller manifester, c'est aussi une réalité. Bon, quand même, la manière dont s'est déroulée en particulier la manifestation des fonctionnaires à Paris le 22 mai nous laisse assez dubitatif sur la manière dont on laisse s'installer en tête de cortège un certain nombre d'éléments violents dont on sait pourtant par avance qu'ils seront présents et que néanmoins on laisse agir. Quand je dis je pense bien évidemment au ministère de l'Intérieur et aux forces dites de l'ordre. On sait effectivement ça peut aussi avoir un effet négatif sur la mobilisation. Cela étant dit, un certain nombre d'éléments quand même de contexte complémentaire. Le premier, on a un front unitaire qui demeure complet aujourd'hui dans la fonction publique pour porter un certain nombre de questions, alors même que nous sommes à quelques mois des élections professionnelles, que généralement ce n'est pas une période qui est propice à l'unité syndicale. Ce que nous observons, c'est qu'aujourd'hui la totalité des organisations syndicales de la fonction publique disent que
dans ces grands éléments structurels, la politique du gouvernement ne va pas dans le bon sens. Ça, c'est le reflet évidemment de la réflexion de chacune des organisations. C'est aussi et surtout le reflet de ce que pense la très grande majorité des personnels de la fonction publique. C'est-à-dire que la très grande majorité des personnels de la fonction publique pensent que ce que le gouvernement projette de faire et ce qu'il a commencé à faire ne va pas dans le bon sens. Donc ça, c'est un point d'appui sur lequel nous allons continuer à travailler. Deuxième élément, Mireille l'a dit, il y a aujourd'hui une très forte conflictualité dans la fonction publique au niveau local et au niveau sectoriel. C'est vrai dans la santé, c'est vrai à l'État. Il y a aussi beaucoup de luttes en cours dans les collectivités territoriales, parce que ce sont des niveaux, les agents ont le sentiment qu'ils peuvent agir sur leur employeur, et effectivement, ça leur permet de remporter d'ailleurs un certain nombre de succès. Donc notre travail, il va être, dans les mois qui viennent, de continuer à travailler sur l'idée qu'il faut absolument réussir à peser sur les choix nationaux, sur les orientations gouvernementales, et que c'est de cette manière-là que nous réussirons à ce que les évolutions qui se dessinent pour la fonction publique changent de nature et aillent dans le sens du progrès. Voilà, on va continuer à persévérer, parce que de toute façon, face à ce gouvernement, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui que de travailler à la construction du rapport de force. Le mouvement social, il est toujours fait de haut et de bas, et donc on est dans une période qui n'est pas sans piscine contact. On pense néanmoins qu'on a un certain nombre d'éléments sur lesquels nous appuyer, et la CGT va continuer avec détermination à travailler dans ce sens-là. Christophe, tu veux dire un mot? Oui, pour ajouter quelques éléments à ce que Philippe disait sur la montée en puissance des MTIC. On est quand même, nous, extrêmement préoccupés au moment où nous sommes sur les conséquences qui vont être produites par cette montée en puissance sur une mission qui nous paraît essentielle, la mission donc d'accueil des citoyennes et des citoyens. Parce que ce que l'on constate, c'est qu'on nous explique aujourd'hui, le secrétaire d'État est très volontariste de ce point de vue, qu'il faut, si possible, aller vers une dématérialisation à 100%, quitte à poursuivre les fermetures de services, les regroupements de services, et y compris, par exemple, dans un certain nombre de services de la fonction publique de l'État, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un certain nombre de services chargés de l'accueil du public qui sont de plus en plus confrontés à l'impossibilité de les accueillir, je l'entends, physiquement. Par exemple, à la direction générale concurrence, consommation, répression des fraudes, c'est un mouvement que l'on constate. Et ce que l'on nous explique par ailleurs, c'est qu'on va mettre par exemple en place des centres nationaux d'appels téléphonés où on prétend que les personnes qui voudront se renseigner dans le cadre donc de leur protection en tant que consommateurs auraient donc les renseignements donc adéquats. Nous, on pense que là, on prend un risque extrêmement important parce que l'on considère que la responsabilité des services de la fonction publique, c'est d'assurer le droit à l'information des citoyennes et des citoyens. Deux, je pense que Philippe a raison d'insister sur les conséquences produites en termes de process de travail. On a par exemple une revendication qui n'est d'ailleurs en fait pas propre à l'encadrement, c'est ce qu'on appelle nous le droit à la déconnexion. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ils ont fait monter en puissance la possibilité donc de travailler de manière dématérialisée. Ce que l'on constate de plus en plus, c'est qu'un grand nombre d'agents travaillent bien au-delà de la durée légale du travail. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le travail quasiment permanent du lundi donc au dimanche. Ça, c'est de notre point de vue donc un grand travail. Et trois, je pense qu'il faut avoir en tête que monter en puissance des MTIC, c'est à mettre en perspective par rapport à ce qui a d'ores et déjà été entrepris sur la création donc, des maisons de l'État, des maisons dites de service au public, où on est dans des logiques front office, back office. Eh bien, je suis désolé, quand vous allez par exemple dans une maison de service au public, même si les personnels essaient de rendre un service public de la plus grande qualité possible, il n'est parfois pas facile, quand vous posez par exemple une question sur la loi de finances, si vous êtes avec un agent qui n'est pas
un agent donc de l'administration fiscale, ça pose donc parfois de nombreux problèmes sur la réponse donc qui est donnée. Donc, il y a vraiment là un choix de société qui est en train de se faire. Pas sûr que la montée des puissances en NTIC soit synonyme d'amélioration donc de la qualité du service public. Enfin, je tiens à vous dire, j'ai bien compris qu'il y avait une dimension un peu provocatrice dans votre question, qu'on n'est pas la CGT dans une revendication de l'emploi pour de l'emploi. C'est à partir de notre approche mission qu'on essaie, nous, de dire il nous faut tel volume d'emploi